C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 55. Au sommaire de ce 18 décembre 2023, 24 millions de dollars sur 5 ans. C'est un nouveau plan du gouvernement québécois de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et pour en parler, nous recevons la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron. Et nous allons aller aux réactions, évidemment, de la part de la critique libérale sur les questions des LGBTQIA+, Jennifer Macaroni, ainsi que de la direction générale du Conseil québécois LGBT, James Galantino. Et en deuxième partie, c'est notre chronique Transcontinent Queer. On parle d'un bout à l'autre du Canada. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 18 décembre 2023 à la veille de Noël, un beau cadeau pour nos communautés. Puis je parle pas de moi. Moi, je fais ça toutes les semaines. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Donc, on va parler du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le gouvernement du Québec a annoncé donc presque 24 millions de dollars pour son plan quinquennal. C'est le double du montant du plan quinquennal précédent. Puis, au-delà de cette somme importante, il y a des objectifs clairs et des orientations très précises. Et pour en parler, on reçoit la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, qui a présenté ce plan la semaine dernière. Bienvenue à l'émission, Martine. Merci, Denis Martin, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de se causer, toi et moi. Nous, on se connaît depuis un bon bout de temps, mais je vais garder le « vous » pour les besoins de la cause. Martine, on utilise toujours les pronoms et les accords féminins? Oui. Oui, d'accord. Oui. OK. Alors, première orientation de ce plan, Madame la ministre, la reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre. Et je pense qu'on parle de sensibilisation et de prévention de la violence et des discours homophobes et transphobes. Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'aller tout de suite parler de ça? Moi, je pense que ce plan-là, il est motivé par le courant américain qui prend forme depuis quelques années, c'est-à-dire ce discours de plus en plus vocal anti-LGBTQ+. On sent beaucoup la montée de la haine, la montée des agressions, la montée de l'intimidation. Et je pense qu'il fallait répondre à ça. Il fallait avoir un projet pour permettre aux gens de la communauté de pouvoir être protégés. Et je me suis promenée passablement dans la dernière année au sein des différentes communautés. Et ce qu'on me disait, c'est oui, c'est difficile sur les médias sociaux. Ça a toujours été assez difficile sur les médias sociaux. Mais plus ça va, plus on se fait littéralement interpeller dans la rue. Alors, je pense que c'est inacceptable. Je pense qu'il faut y voir. Il fallait se donner ces outils-là. Et ce plan-là veut justement répondre à cette question-là. C'est un plan quand même sur 5 ans. Il fallait mettre de l'argent pour pouvoir aider les différents groupes à pouvoir répondre à cette question-là. Martine, on a l'impression, par contre, que le gouvernement tient un double discours. Puis là, je m'explique. On a ce plan qui est quand même assez important. Puis en même temps, on a un comité de sages qui a fait suite donc à ces manifestations quand même assez haineuses et tous ces discours anti-trans. Puis des fois, on a l'impression qu'on est en train, d'une part, de donner un peu de viande à ces groupes qui sont anti-trans, de nos communautés. Il n'y a pas un double discours là-dedans, d'après vous? Je pense qu'il y a deux choses distinctes. Et il faut les voir comme telles. Le gouvernement est souvent interpellé sur des événements qui surviennent ça et là. Je pense par exemple aux toilettes dans les écoles. Je pense aussi aux trans qui veulent aller en prison, pas qui veulent, mais qui se retrouvent en prison et qui souhaitent aller dans une prison en fonction de leur genre, ou encore aux compétitions sportives. Je vous donne ces 3 exemples-là. Je pourrais élaborer davantage. Et le gouvernement se retrouve dans une situation où il n'a pas toujours la réponse à chaud à ces questions-là. Où est rendue la population? Où est rendue la société? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour mieux comprendre? Qu'est-ce qui se fait ailleurs pour être capable de mieux répondre à certaines questions? Je pense que la montée de la violence, elle est évidente. On a vécu tout le dossier des drag queens dans la dernière année. Moi, j'ai été interpellée, là, j'étais en fonction sur cet enjeu-là. Ça m'a beaucoup touchée et troublée. Mais il y a des questions sur lesquelles je suis pas capable de répondre du jour au lendemain. Alors,
Le plan de lutte, il a pour but d'adresser certaines questions et de pouvoir y répondre via notamment les organismes communautaires dans lesquels on investit beaucoup. Et je pense qu'il faut avoir aussi un groupe de sages qui est distinct et qui peut réfléchir à différents enjeux de notre société et aussi mieux faire comprendre socialement différentes questions où on n'a pas toujours la réponse sur le coup. On est un peu surpris par contre parce que le Québec détient une grande expertise. Je peux nommer Anne Pauline sans façon, la chaire de l'Université de Montréal sur les études de trans. Il y a quand même des gens, il y a des choses qui ont été faites. Ces gens-là sont complètement écartés de ce comité et en fait, il n'y a aucune personne trans ou non-binaire sur ce comité des sages. Je sais que ça relève de la ministre Roy, mais en même temps, la question se pose, pourquoi on les a écartés? On n'aurait pas fait ça si c'était un comité sur les droits des femmes. On n'aurait pas mis les femmes de côté, là. Ouais, ben, les femmes, c'est quand même 50-50 de la population. Alors, la représentation, elle est évidente dans ce cas-ci. Je pense que la question était de choisir des personnes en fonction de leurs compétences et non pas de choisir un comité plus partisan. Ouais. Il y a différents courants dans les groupes LGBTQ. Moi, mon souhait personnel, et on a été entendu là-dessus, c'est qu'il y ait des groupes conseils de ce groupe de sages qu'on voulait quand même assez restreint. Alors, c'est 3 personnes qui forment le groupe de sages et le conseil LGBTQ va conseiller ce groupe de sages. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir James un petit peu plus tard. Je l'ai dit à James, ça ne veut pas dire que le conseil LGBTQ devient l'objet du gouvernement. Je pense que sa parole sera libre, mais cette expertise et cette connaissance du terrain va être importante pour le groupe de sages. Alors, je souhaite qu'ils puissent faire ce travail de conseil sur ce qui se passe sur le terrain, sur différents enjeux qui pourront aider le groupe de sages à avancer dans leurs travaux. Tout en faisant leur travail de terrain. Ils seront d'ailleurs bien équipés pour pouvoir travailler avec la communauté sur le terrain. Est-ce que ce comité-là va finir par prendre une décision sur le fameux X sur pour les personnes non-binaires? C'est un peu décevant parce qu'on s'attendait à une réponse assez rapide et quand même, c'est la loi. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus. Moi, je voulais faire avancer ce dossier-là. C'est pas toujours simple, hein. Nous, on est quand le bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie est intégré au secrétariat de la condition féminine. Et nous, on doit travailler avec chacun de nos partenaires au sein du gouvernement, mais également les partenaires des sociétés d'État. L'idée, c'était de faire avancer ce dossier-là. Alors, je voulais pas qu'on freine les choses en demandant au comité de sages de se pencher sur cette question-là. Ça permet aussi de réfléchir un peu plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette décision-là. Et moi, je voulais que ce dossier-là avance. Et en l'envoyant, en le soumettant au comité de sages, je pense que ça permet à ce dossier-là d'évoluer. Alors, même l'île du Prince-Édouard permet à ce qu'on puisse mettre un X sur le permis de conduire et la carte d'assurance maladie. On est un peu en retard sur eux autres, je pense, là-dessus. Ouais, mais on n'a pas tous les mêmes formules. Puis je vais vous donner un exemple. Sur la carte d'assurance maladie, il y a un code alphanumérique et c'est un choix qu'on a fait au Québec qui, par le code, donne le sexe, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Alors, il faut comparer les choses correctement, là, puis s'assurer que les choses se fassent bien. J'aimerais revenir au plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous parlez beaucoup de sensibilisation et j'ai vu qu'il y avait quand même une attention particulière pour les sports et loisirs, la santé et même le personnel des garderies. Est-ce qu'il y a un problème particulier dans ces domaines-là? Non, en fait, c'est pas qu'il y a un problème particulier à un endroit ou à un autre. Premièrement, comme je vous ai dit, nous, on doit travailler avec les différents partenaires. Il y a 25 ministères et organismes qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan-là. Ça veut dire que nous, on est le gestionnaire de l'ensemble du plan. Ça veut dire que moi, je dois m'assurer que dans les différents ministères, on veuille donner suite ou qu'on veuille faire évoluer ce dossier-là. Alors, je pense au ministère de l'Éducation, je pense au ministère de la Santé, je pense aux services sociaux, je pense à la sécurité publique, à la justice. Alors, je dois collaborer avec chacun d'entre eux. Quand je parle
de formation ou par exemple d'éducation, euh, pour contrer la montée de la haine, ben, il n'y a rien comme mieux comprendre. Alors, il y a beaucoup d'intervenants, policiers, pompiers, professeurs, dans les garderies, etc., qui travaillent, qui ont à travailler avec différents groupes de la communauté, soit des enfants, soit même des parents, soit ou des grands-parents. Alors, on souhaitait qu'il y ait une meilleure formation de ces intervenants-là. Et le volet éducation, ben, c'est dans la société en général pour essayer de mieux faire comprendre les réalités des différentes communautés et comment ça se passe. Puis dans bien des cas, par exemple, à l'école, on sait que les enfants souffrent beaucoup quand ils sont en questionnement de genre. Alors, je pense que c'est important de faire passer ces messages-là. Qui de mieux pour faire passer ces différents messages-là, pour mieux nous faire comprendre la réalité LGBTQ, ce sont les organismes. Et c'est pour ça que la grande part du gâteau, c'est-à-dire 55% du budget, va vers les organismes communautaires qui connaissent bien ces clientèles-là et qui peuvent aider et outiller les différents partenaires de la société civile. Justement, je vous interromps, Martine, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est une question qui est importante. Ces organismes-là connaissent bien leur monde, mais vous les financez par projet et non pas à la mission. Alors, s'ils connaissaient si bien, ils faisaient bien les choses, pourquoi ne pas leur donner de l'argent à la mission au lieu de leur demander de créer de nouveaux projets qui, on le sait, au bout de 5 ans, n'existeront plus? Ouais, ben, peut-être pas. Écoutez, je pense on a pérennisé le bureau de lutte cette année. Je pense qu'il y a eu une grande victoire de la dernière année, c'est qu'on a investi pour pérenniser le bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est du 24 millions de dollars, il y en a 4 qui s'en vont directement pour solidifier, pour pérenniser le bureau de lutte. Alors, je pense qu'on va continuer dans le temps à travailler avec les communautés, que ce bureau de lutte est là pour rester. Je pense que on finance également les différentes missions et on s'assure que différents dossiers avancent. Je vous donne un exemple, Interligne, la ligne d'écoute de nuit au centre Interligne était menacée. Ça a été difficile de trouver les fonds, mais ça, c'est une autre de nos victoires de la dernière année. Depuis que je suis entrée en fonction, on a trouvé les moyens pour s'assurer que cette ligne de nuit soit maintenue. Alors, c'est pas, moi, je suis là pour protéger les droits des communautés LGBTQ et j'ai l'intention de le faire à travers le temps. Bien, Martine Biron, ministre responsable de la condition féminine, qui est aussi responsable donc du dossier du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Denis Martin. Bonne soirée. Et puis, bon temps des fêtes à vous et à votre famille. Merci à vous aussi. Jennifer Macaroni est députée libérale de Westmount-Saint-Louis. C'est aussi elle qui est la critique de l'opposition officielle libérale sur les questions qui touchent nos communautés queer. Bonjour et bienvenue à l'émission, Jennifer. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Alors, on est toujours les accords et les pronoms féminins avec vous, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Bon, vous venez d'entendre Martine Biron. Je voudrais avoir votre réaction générale au plan que Martine a déposé la semaine dernière. Ben, je la félicite, je salue le plan. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est un rehaussement du budget qui est très attendu. Alors, c'est une bombe pour les membres de la communauté et je trouve que c'est un pas vers l'avant, malgré que, évidemment, j'ai des préoccupations, mais je salue le plan qui est, faut le dire, plus qu'un an et demi en retard, Oui. Mais c'est un très bon plan. Justement, j'ai posé la question à Mme Biron, le financement, le montant est doublé, mais en même temps, ben, on dit aux organismes, on va vous donner du financement, mais ça va être par projet et non pas la mission, puis Dieu sait que c'est vraiment compliqué pour les organismes. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous, ça? Oui, c'est toujours une préoccupation. C'est un sujet que j'ai soulevé en crédit budgétaire. Je sais que c'est le nerf de la guerre pour plusieurs de nos organismes qui sont en pénurie de main-d'œuvre, comme tout le monde, qui sont membres souvent de la communauté, qui est une communauté souvent vulnérable, vulnérabilisée ou en situation de vulnérabilité. Alors déjà, la charge de travail est très, très, très difficile. Fait que de toujours penser qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, même si j'ai quand même
pas l'inquiétude pour l'année ou les 2 années qui suivent. Il faut que je pense toujours à qu'est-ce que je vais faire d'ici 5 ans pour me réinventer parce que je peux plus appliquer sur le même projet, mais c'est une inquiétude. Puis les besoins de la communauté vont pas diminuer d'ici les 5 prochaines années. Faut être honnête avec ça. Alors, je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons améliorer. Bon, ce plan arrive quelques jours ou peut-être une semaine à peu près après l'annonce de ce comité des sages qui n'a pas été bien Oh, reçu par les communautés queer. oui. On a l'impression que le gouvernement Legault souffle le chaud et le froid dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est un gouvernement, puis je comprends les préoccupations de notre communauté sont là. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu juste dans l'an passé, les manifestations anti-LGBT qu'on a vues cet automne, la vague de haine qu'on reçoit dès qu'on parle d'inclusivité, la constante montée de crimes haineux et le cerise sur le gâteau, évidemment, c'est la communauté de sages, entre guillemets. Faut dire là, entre guillemets parce qu'on n'a pas jugé assez sage d'avoir un membre de la communauté LGBTQ qui fait partie de ce groupe interdisciplinaire avec des compétences, mais nous aussi, nous avons des compétences. Alors, ça en dit long quand on va penser que même s'il va y avoir des consultations auprès du Conseil québécois, que je salue, ça reste qu'il y a personne à l'intérieur de ce petit nœud de 3 personnes qui est membre de la communauté, qui pourra partager des orientations. On a des experts, vous l'avez dit, on a Anne Plein sans façon, on a Martin Blais, on a une panoplie des experts, des personnes sages eux-mêmes qui pourront contribuer. Je me demande, c'est le plan de lutte qui est en retard de plus qu'un an et demi. Si on avait déposé le plan en 2022, si on avait priorisé ce plan, est-ce qu'on aurait pu travailler en amont Mhm. avant de voir toutes les choses qui ont sorti, que ce soit Madame Mix, que ce soit les toilettes non genrées, que ce soit les articles que nous avons vus à l'intérieur de la réforme de la loi de la famille, où on a vu des articles ouvertement transphobes, Oui. homophobes, que le gouvernement a corrigé. Est-ce qu'on aura eu tout ça? Il y a un retard, puis c'est comme la démonstration que c'est pas une priorité. Puis en même temps, on a vraiment l'impression qu'il y a, comment je pourrais dire, on a parlé de Annie Pullen sans façon, qui est Oui, une sommité. Elle est consultée partout dans le monde, or elle n'est pas en consultée au effet. Québec. C'est Non, tout spécial, à hein? fait. Ouais. C'est- c'est du non-sens. Puis encore une fois, si on avait vraiment priorisé ce dossier comme on aurait dû faire, si on avait toujours un ou une ministre responsable, Mhm. je vois des grands reculs pour notre communauté au sein de la politique québécoise ici. Puis ça me préoccupe parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe à travers le Canada, on voit qu'est-ce qui se passe à travers le Nord d'Amérique, ainsi que le monde en entier. Il y a des préoccupations, on a de quoi à être préoccupé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, le dépôt de ce plan de lutte avec le rehaussement de financement. Puis je ne veux pas manquer une opportunité de féliciter le gouvernement de l'avoir fait. Mais Mhm. ça reste qu'il y a des grandes préoccupations et je questionne si c'est vraiment une priorité pour ce gouvernement. Je vais faire appel à votre instinct politique. Avez-vous l'impression quelque part que le gouvernement Legault ménage la chèvre et le chou parce qu'il y a peut-être de la dissension au sein de sa propre députation? C'est une bonne question. Si je peux pas parler de comment ça se passe dans leur caucus, je peux dire que j'ai l'impression que c'est un gouvernement qui gère par rapport à le populisme, qui gère par rapport à leur électorat, puis ils ont peur de prendre des décisions. Puis à cause de ça, malgré comme tu sais, on avait jasé de le marqueur X, c'est la loi, c'est dans le Code civil. Nous avons adopté cette loi à l'unanimité. On n'a pas besoin d'un comité de sages pour se statuer de là-dessus. Hmm. On a besoin d'avoir un ministre de la Justice qui va faire l'application de sa loi. C'est ça la réalité, mais est-ce qu'ils ont peur de leur propre électorat? Tu sais, on a dit que nos lois ont avancé, mais peut-être la société n'a pas évolué avec les lois, mais ça reste que ça va prendre du courage auprès du caucus de la CAQ pour faire appliquer la loi, parce qu'on a des gens qui sont en attente, qui sont vulnérables, qui attendent après ça. Est-ce que c'est vrai que Alex Frédéric doit faire une 6e grève de faim pour se faire attendre? Il a même déposé un mi-chemin, il a tendu la main pour demander au gouvernement de reconnaître un addenda au formulaire TT-19 pour faire
évoluer ce beau projet que nous avons adopté encore une fois pour faire avancer la cause des personnes non binaires, la cause des personnes trans. C'est du non-sens pour moi qu'on jase même de ça. C'est la loi. C'est Ouais. la loi. Si je vous ai dit que il y a quelque chose, vous avez le droit d'avoir un permis de conduire, mais là, on est en train de réfléchir à ça. Une Et dernière je- question, Jennifer. Ça, qu'est-ce qui manque finalement dans tout ça? Puis je pense que je vais vous amener parce qu'on en parle, vous en avez parlé depuis le début. Le bureau, ou en fait la lutte contre l'homophobie et la transphobie, ce n'est plus un ministère en soi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient énormément à cœur parce que auparavant, c'était toujours sous la responsabilité du ministre de la Justice. Pourquoi? Parce qu'on parle des droits des membres de la communauté, souvent qui sont en recul ou qu'on souhaite faire avancer. Puis le Québec a toujours été vu comme un leader mondial en ce qui concerne les droits des membres de notre communauté. Bon, je vois vraiment ça comme un recul, mais un recul important, puis c'est quelque chose que nous devons se préoccuper. Je me demande, on a un comité de sages, mais c'est quoi le rôle du bureau de lutte d'abord? Pourquoi qu'on a besoin d'avoir un comité de sages? Pourquoi que c'est pas le bureau de lutte qui prend le lead, puis c'est eux qui consultent ces trois personnes? Pourquoi Ben, que c'est pas l'inverse? mhm. C'est des questions qui se posent. Ben, on va devoir s'arrêter là-dessus. Jennifer Macaroni, députée de Westmount-Saint-Louis et aussi critique du Parti libéral sur les questions de LGBTQIA+. Puis on va vous souhaiter de joyeuses fêtes à vous et à votre famille. Merci à vous pareillement. Eh bien, James Galantino fait la direction générale du Conseil québécois LGBT. Il était des nôtres la semaine dernière, puis on l'aurait invité parce qu'évidemment, c'est un sujet qui interpelle le Conseil québécois LGBT. Alors, j'aimerais d'abord remercier James d'être là aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, d'abord, comment le Conseil québécois LGBT qui a été consulté là, dans l'élaboration du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie, comment vous recevez ce plan qui a été annoncé par Mme Biron? En général, c'est très favorablement, en fait. C'est vraiment c'est un excellent plan. Puis comme je l'ai dit là, au moment de la conférence de presse, ça a vraiment mis un peu de baume sur nos cœurs, là, même si, en effet, ce plan est arrivé un an et demi en retard. C'est un montant historique qui a été alloué, puis il y a beaucoup des demandes des groupes, en fait, qu'on retrouve dans le plan. Donc, je pense que contrairement à beaucoup d'autres choses qui s'est passé dans les dernières semaines et dans les derniers mois, ça nous fait du bien. Puis on s'est entendu quand même. Puis c'est un plan, moi je l'ai lu là, de la première à la dernière page, je pense que c'est 51 pages en tout. Ouais. Et il y a beaucoup de choses très importantes pour nos communautés de faire la lutte là, contre cette montée de violence. Puis je pense que ça, c'est important pour nos communautés. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, une des choses qui était positive là, du certain retard là, qui est arrivé, c'est qu'ils ont changé des choses. Ils ont carrément rajouté des mesures qui ciblent spécifiquement mais la violence et la montée des discours haineux. Et sincèrement, je suis le nerf de la guerre en ce moment, ce qui nous préoccupe le plus, qui est ça qu'on fait face le plus. Donc, le fait qu'il y ait déjà une mesure qui porte spécifiquement là-dessus, c'est d'ailleurs comme un objectif là, d'une des orientations, une des grandes orientations de s'attaquer à cette haine-là. Donc, je trouve que c'est une chose en effet qu'on pense qui est importante. Est-ce que ce plan est à la hauteur des attentes là, de la communauté, notamment là, pour ce qui est dans le contexte dans lequel on vit présentement? Écoute, c'est sûr que concernant la violence, moi, j'aurais aimé aller plus loin. Présentement, on a la montée des discours haineux puis la montée des incidents de violence. On a une mesure qui est très bien. Par contre, j'aurais aimé aller encore plus loin. Si nous, au Conseil québécois LGBT, on a un plan d'action contre la haine. Et une chose qu'on demande, en fait, c'est des actions plus spécifiques sur la prévention de la radicalisation menant à la violence. On en parle de plus en plus que en ce moment, la montée des discours haineux, c'est dû à de la radicalisation, c'est dû à de la polarisation, c'est dû à des extrêmes, là, comme on peut dire, là, qui se développent. Donc, je pense que la meilleure façon d'être justement un rempart contre les extrêmes, c'est de mettre sur pied des actions qui sont très spécifiques sur la prévention de cette radicalisation-là qui amène à cette violence-là. Et c'est vers là, d'ailleurs, que nous, on va, en fait, nos revendications présentement, c'est entre autres le renouvellement du plan d'action gouvernemental contre la radicalisation dans la violence, parce que justement, on pense que c'est un besoin, en fait, de s'attaquer à ça spécifiquement.
puis on n'a pas les outils, nous, l'expertise pour ça, mais on est en partenariat avec les organismes qui sont spécifiquement sur cette expertise-là, puis on va aller de l'avant avec ce besoin-là. Oui, parce que le Conseil québécois LGBT représente à peu près 70 organisations communautaires, là, si je ne me trompe pas. Et la ministre Biron l'a même dit dans cette entrevue dans l'entrevue avant la vôtre, qui nous a dit, nous, les organismes communautaires, on sait qu'ils connaissent leur monde, connaissent leur terrain, mais on vous finance, encore et toujours par projet et non pas à la mission, et c'est là où le bas blesse. Oui, non, mais tout à fait, en fait. C'est sûr que l'enjeu du sous-financement, c'est un enjeu effectivement important. C'est vraiment l'argent, malheureusement, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de faire vivre nos activités, de faire vivre nos organismes, qui nous permet d'offrir des bonnes conditions de travail à nos employés, qui nous permet d'offrir des services. Puis la demande pour les services, elle ne fait que augmenter. Donc, pour répondre à cette demande-là, pour éviter que nos employés partent en burn-out, il faut embaucher plus, puis pour embaucher plus, il faut plus d'argent. Donc là, présentement, ce qu'on nous propose, par contre, ce qui est positif, en fait, c'est qu'il y a quand même dans le plan de l'aide complémentaire à la mission. Et on nous a, puis présentement, c'est quelque chose qu'on reçoit du plan, de plusieurs organismes reçoivent, là, du plan de lutte. Le plan de lutte donne de l'argent complémentaire à la mission, qui aide justement les organismes à faire leurs activités, et ça, sans que ce soit un projet. Cette aide-là va être bonifiée. Je ne sais pas dans quelle mesure elle sera bonifiée. Donc, sur le 11 millions qu'on va recevoir, je ne sais pas encore quelle partie va être à la mission, puis quelle partie va être au projet. Par contre, en ce qui concerne les projets, une demande qu'on avait, c'était que, on comprend quand même la nécessité des projets pour aller cibler des mesures spécifiques, mais on a dit que les projets peuvent être sur au moins plus qu'un an. Parce que ce qui est plus difficile, c'est un projet qui dure juste un an. Tu fais une demande, tu reçois de l'argent, tu dois faire de la réduction de compte, c'est super énergivore, puis ça dure juste un an. Puis là, ça a été entendu que les projets vont être sur au moins 2 ans. Donc, il y a au moins ça qui est aussi positif, qu'on peut malheureusement pas complètement se débarrasser des appels à projets. Ça va été très, très avant-gardiste et très, d'avoir que de l'argent à la mission, tout à fait. Ça a été super bien reçu, mais on comprend l'enjeu avec les mesures qui sont plus spécifiques et qui veulent atteindre les objectifs qui sont très spécifiques de la part du plan de lutte. En quelques secondes, James, sentez-vous que le gouvernement vous appuie? Sentez-vous que ce gouvernement est vraiment là, qu'il n'y a pas... Je posais la question au début de l'émission, ce qui n'est pas en train de sauver la chèvre et le chou, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux parfois avec certains membres du Parlement, du gouvernement? Oui et non. Je pense que le plan démontre en effet une reconnaissance de notre expertise, un envie. Mme Biron a travaillé très, très fort pour aller chercher presque 24 millions pour doubler les montants. À côté de ça, bien évidemment, comme vous le savez, là, on a le comité de stage, on a le mandat de la mention X qui a été aussi refilé au stage, qui pour nous extrêmement difficile à avaler, là, comme donc, il y a des choses qu'on se sent soutien, puis des fois, on se sent qu'on se fait un peu laisser tomber. James Galantino, direction générale du Conseil québécois LGBT, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, et puis bon temps des fêtes à toi et à ta famille. Un grand merci, bonne soirée. Et nous, on vous revient après la pause. Écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Nous sommes de retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 55. Dans cette deuxième partie de notre émission et balado, notre rubrique Transcontinent Queer. On va parler d'actualité et d'enjeux queer d'un océan à l'autre. Vous allez voir que ça va bien suivre ce qu'on vient d'entendre en première demi-heure. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui reconnaît que notre continent s'appelait l'île de la Tortue pour plusieurs Premières Nations. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Salut, Dan Robichaud, animateur de radio et activiste queer qu'on rejoint dans la municipalité de Clare, en Nouvelle-Écosse. Allô?
Bonsoir, il vente, il pleut, il ne fait pas beau en Nouvelle-Écosse, mais c'est toujours bien d'être ici dessous l'arc-en-ciel. Ah, nous, on a toujours l'arc-en-ciel ici, mais je peux t'assurer que c'est pas mieux à Montréal non plus, puis partout au Québec. Je pense qu'il pleut d'un bout à l'autre du pays. On va le voir. Elisabeth Bruns, qu'on rejoint, qui est à Toronto, elle est coordonnatrice de l'engagement communautaire franco-queer. Ça va bien chez vous? Il pleut effectivement ici aussi, mais ça fait plaisir d'être là ce soir. Moi, je peux vous dire que mon chien à la maison, là, c'est la grande déprime aujourd'hui parce que c'est gris, pauvre lui. Et puis, on va rejoindre à Edmonton Roseva Forgue-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation Comité franco-queer de l'Ouest. Ça va bien chez vous? Oui, bien merci. C'est très inhabituel qu'on a tellement du beau temps en début décembre et le fait qu'on va peut-être pas avoir un Noël blanc, ça fait vraiment bizarre, mais au moins il fait soleil. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va faire suite un peu à ce qui a été le thème de la première demi-heure, parce que le gouvernement du Québec a annoncé son plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est quand même un plan ambitieux, c'est beaucoup d'argent, c'est 24 millions de dollars sur 5 ans. Et on pointe vraiment du doigt quelque chose de très important, c'est-à-dire la montée de la haine et de la violence contre nos communautés. Ça a dominé les nouvelles en 2023. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu, qu'on revienne sur comment ça s'est passé dans vos régions respectives. Puis je pense que je vais lancer Roseva là-dessus. Oui, donc c'est quelque chose qu'on a vu, c'est quand en regardant les articles et les actualités en Alberta et dans l'Ouest en général, c'est quelque chose qu'on a vu qui a monté. Il y a eu la GRC qui ont vraiment fait des commentaires que c'est pas juste les crimes de haine, mais que les crimes sont particulièrement violents aussi qu'on voit. Alors, c'est ça, il y a des manifestations contre les sessions de lecture par les drag queens. On voit aussi les manifestations des groupes qui veulent pas qu'on parle des sujets de LGBTQIA+ dans les salles de classe. Alors, c'est quelque chose qui est très visible et qu'on a vu beaucoup cette année, malheureusement. Et en Ontario, ça avait l'air de quoi, Elisabeth, cette année? Ouais, c'est un peu similaire. On a vu nous aussi beaucoup de manifestations, bien sûr, à Queen's Park, comme vous en avez sûrement entendu parler, mais aussi dans des écoles ou à l'extérieur d'écoles, ce qui est particulièrement dérangeant pour des groupes qui prétendent protéger les enfants, ensuite qui vont manifester des slogans vraiment agressifs, vraiment violents devant des écoles, déstabiliser complètement les journées scolaires. On a vu aussi pendant la Fierté, il a fallu que Fierté Toronto augmente de beaucoup son budget de sécurité pour assurer la sécurité des participants et participantes à cause de craintes d'agressions transphobes, homophobes, biphobes. Donc c'est ça, et on voit de façon aussi très insidieuse, comme on entend beaucoup que des personnes qui sont ouvertement trans, ouvertement non-binaires depuis des années, cette année en particulier, se sentent particulièrement nerveuses de s'afficher publiquement. Donc, ouais. Ouais, on a vu ça aussi au Québec, hein, des manifestants qui sont allés devant des écoles et qui ont scandé des slogans très durs envers des enfants, là, des jeunes adolescents, 14, 15 ans. On a vu ça ici aussi, c'est assez horrible. De ton côté, Dan Robichaud, en Atlantique, ça a l'air de quoi, là, cette montée de violence et de haine? Bien, on a vu les mêmes manifestations se produire au Canada Atlantique, un peu plus au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, même moins, mais ça, on l'a vu. Et il y a eu des contre-manifestations. On a vécu ça en Nouvelle-Écosse. Je pense que aussi la fameuse politique 713 au Nouveau-Brunswick qui fait manchette aussi. Juste pour spécifier, c'est la politique qui oblige les écoles à aviser les parents quand les enfants de moins de 14 ans, je crois, décident que je veux changer de pronom et de prénom. Effectivement. Et puis aussi au niveau des écoles en Nouvelle-Écosse, on a vu plusieurs brûlés de drapeaux queer. Puis c'est par des préadolescents. On parle d'enfants de 10 à 12 ans d'âge. Alors, un de ces drapeaux-là qui a été enlevé de la cour d'école. Ouais. Ouais, ça commence. Quand c'est rendu que c'est les enfants, hein, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que leurs parents leur apprennent?
Retournons dans l'Ouest parce que là aussi, il y a un gouvernement récalcitrant, celui de la Saskatchewan, qui est même prêt à invoquer la clause dérogatoire pour forcer les écoles à aviser les parents là, quand les enfants veulent changer de prénom et de pronom. Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu. On a vu beaucoup de personnes qui sont manifestées contre ceci, puis qu'il y a eu beaucoup on a vu des personnes qui sont inspirées du Nouveau-Brunswick, mais aussi des personnes qui ont dit, ben, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, alors on essaie vraiment, mon organisme, Comité franco-queer de l'Ouest, on a fait plusieurs appel pour dire c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est pas quelque chose qu'on veut en Alberta aussi, que ça vient de la Saskatchewan en Alberta, parce que le gouvernement albertain aussi, c'est particulièrement conservateur et c'est quelque chose qu'on a peur de voir se répandir. Surtout que la première ministre de l'Alberta, on va se le dire, c'est quand même une ancienne animatrice de radio, mais qui a tenu des propos très complotistes du temps de la COVID. Et puis ces propos-là, ces gens-là ont souvent les mêmes les propos un peu complotistes envers les personnes trans. Là. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à Mme Smith, Danielle Smith, la première ministre? Moi, absolument pas. Il y a aussi des personnes qui ont été associées avec elle que ils ont vraiment mis des choses sur les médias sociaux que c'est très concernant. Il y a quelqu'un à Red Deer, quelqu'un qui faisait partie des écoles, School Board Trustee, le mois en Les conseillers français. scolaires, oui. Le conseil scolaire qui a posté quelque chose sur les médias sociaux, que ça montrait des jeunes avec, dans l'ancienne 1940, des jeunes avec des drapeaux nazis, puis que ça a été comparé directement à des jeunes dans une salle de classe récemment avec des drapeaux de fierté, puis dire que les deux, c'est du brainwashing. Alors, l'idée qu'il y a des personnes qui disent en Alberta que comparer les enjeux de LGBTQIA+, à les nazis, c'est très, très, très concernant. Et le fait que la première ministre n'a pas dénoncé ceci et on dirait, qu'elle a peur à dénoncer ou en parler. Alors, ça montre vraiment qu'elle n'est pas un allié. Puis il y a Doug Ford en Ontario, lui, qui se range aussi contre nos communautés, parce que ce que j'ai lu, à moins que ça ait changé depuis, mais peut-être qu'Elisabeth pourra nous le dire, mais il penche aussi du côté de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick au niveau des écoles et des droits des enfants là, de changer de pronom et de prénom. Ouais, c'est ça. On entend de la part de Doug Ford et du ministre de l'Éducation, Lechick, qu'ils défendent les droits des parents et puis ils utilisent même un langage qui fait écho à des discours vraiment transphobes, homophobes du passé, comme quoi nos communautés indoctrinent des enfants, comme ça, endoctrinent les enfants, c'est un langage vraiment dégueulasse et inquiétant. Et puis ensuite, on voit les répercussions de ça dans les écoles. Nous aussi, on a vu beaucoup d'enfants carrément commettre des actes de violence, déchirer des drapeaux de la fierté, commettre des attaques dans la rue contre des personnes de la communauté. Donc, c'est inquiétant que nos politiciens continuent d'utiliser ce langage pour gagner des points politiques. Et puis, tandis que ça cause de la violence vraiment concrète dans nos communautés. Je vais pas vous... excusez-moi l'expression, je vais pas vous déculotter personne, mais je viens de lire, avant d'entrer en ondes, une dépêche selon laquelle EGAL, qui est un organisme qui défend les droits de nos communautés d'un bout à l'autre du pays, a remporté une victoire en cours, en fait, devant le tribunal des droits de la personne, sur l'utilisation du mot, justement, endoctrinement, mais on parle plus en anglais de grooming, et que c'est un terme qui était dérogatoire envers nos communautés. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou c'est quelque chose que vous... Je pense que... Oui, Elisabeth, oui, je vois... Ouais, j'ai lu ça tout à l'heure et j'étais vraiment heureuse de voir cette décision. C'est une réussite, une petite victoire. Oui, parce qu'on considère que c'est du langage haineux. Je vais retourner en Atlantique. Alors, il y a un gouvernement très récalcitrant au Nouveau-Brunswick. Est-ce que les autres gouvernements, Dan, sont plus ouverts pour nos communautés? Est-ce que ça va mieux peut-être en Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard? Est-ce qu'il y a des choses positives dont on peut parler dans ton coin du monde? Bien, je pense certainement qu'en Nouvelle-Écosse, peut-être l'île du Prince-Édouard, le niveau de manifestation, le volume a été moins élevé, ça a été moins vu, ça a moins fait la une, ça a moins fait les journaux tout net. Mm-hmm. Au niveau de la politique, il n'y a rien en Nouvelle-Écosse pour même ressembler à la politique 713 ou si je peux dire la tragédie de la politique 713 au Nouveau-Brunswick.
Je ne sais pas si c'est juste que notre gouvernement évite ces questions-là ou que les questions ne se posent pas. C'est certain qu'au Nouveau-Brunswick, ça a été beaucoup plus dans les médias, ce qui fait que les gens qui veulent manifester, qui veulent parler contre ça, sont plus forts, plus présents. Nouvelle-Écosse, ça a été un peu plus calme. Ouais. Mais il y a quand même une grande ville. Des fois, les grandes villes, ça aide aussi parce qu'il y a une communauté très présente. Là, je vais le dire, j'ai vécu aussi à Halifax. Alors, il me semble qu'il y a une grande communauté queer là aussi. C'est plus difficile de faire de la discrimination quand il y a une grande communauté comme ça. Et remarquons, même à Halifax, cette année, il n'y a pas eu de défilé de la fierté. Ah C'était non? plutôt, je pense, parce que le comité avait de la réorganisation à faire et les dates qu'ils avaient prévues, là, ça fonctionnait pas en réseau de météo et d'autres choses. C'était pas une manifestation, c'était pas protester d'annuler ça cette année, mais remarquons qu'à Halifax, ça n'a pas arrivé cette année. Ouais, c'est un petit peu comme Montréal l'année dernière. Je retourne dans l'Ouest parce qu'il y a encore en Colombie-Britannique, il y a un gouvernement néo-démocrate et on a un nouveau premier ministre au Manitoba. En fait, on va parler de lui d'abord parce que c'est quand même quelqu'un qui semble donner de l'espoir à nos communautés, une jeune personne des Premières Nations qui parle français en plus de ça. Roseva, c'est un espoir, c'est une lumière, c'est une lueur pour nous. Oui, oui, absolument. Non, moi, j'étais, tu sais, quelqu'un qui était très, très motivé en voyant ceci parce que c'est exactement ça, quelqu'un que, tu sais, moi, je connais depuis que, en général, que j'ai vu ses actions, puis c'est tout le temps quelqu'un que j'ai trouvé très impressionnant. Alors, le fait, tu sais, qu'il y a un gros poste tellement important dans cette communauté, c'est vraiment quelque chose qui donne l'espoir. Et je pense aussi quelque chose qu'on a vu aussi à Edmonton aussi, on a un MLA, quelqu'un d'un gouvernement aussi qui s'appelle Brooks Arcand-Paul, qui est aussi un homme queer à Edmonton. Alors, le plus qu'on peut avoir cette représentation des personnes queer dans nos politiques, ben, soit qui sont queer ou qui sont Avec des alliés, ouais. des alliés, on leur souhaite toute la bienvenue, certainement. Puis encore un gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique qui semble aussi assez proche de nos communautés. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, moi, je connais moins ce Ouais. qui arrive en CB, mais ce que j'entends de mes collègues, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui ont moins de crainte, tu sais, qui savent que le gouvernement va pas, par exemple, aller dans les mêmes directions que la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, que c'est quelque chose que c'est moins présent et plus progressiste avec le premier ministre néo-démocrate. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Bon, j'ai pensé de faire passer le train un peu, ça va nous permettre de poursuivre la conversation. Elisabeth, elle l'a mentionné un petit peu en début de discussion. Les organismes de fierté ont dû investir beaucoup cette année pour la sécurité. Je le sais que ça a été le cas à Montréal. Je sais que ça a été le cas à Toronto. Même que le gouvernement Trudeau a dû annoncer des sommes pour nos communautés. Ça commence à être compliqué hein, d'être queer dans notre pays. Je sais pas, je lance la question. La première personne qui y va, allez-y. Ah, tiens, je vais te nommer Dan, vas-y. Euh, Ben, effectivement. Lorsqu'il faut des renforts en sécurité pour avoir un festival qui célèbre l'humanité et la diversité, il faut commencer à se poser des questions. Euh, Puis, si on parle d'endoctrinage ou de grooming, là, je pense que ça se fait peut-être même plus de l'autre côté. Mhm. Euh, on voit en Nouvelle-Écosse là, des drapeaux brûlés par des préadolescents. La haine, Ils inventent pas ça eux autres mêmes, là. C'est ça. c'est pas inné chez eux comme Mhm. enfants, disons. Ils ont appris ça, c'est le résultat de l'environnement. Euh, alors, je trouve que ça me préoccupe parce que qu'est-ce que le futur peut apporter? Est-ce que ça va donner de l'ampleur à ces voix-là on faisait quand même, on s'avançait sur la cause depuis
plusieurs années que les choses allaient bien, puis on dirait que tout à coup le volume monte, puis il y en a beaucoup de ça que c'est axé sur la communauté trans, pas nécessairement la communauté gay ou queer, mais je pense que ces gens-là sont dans un état d'esprit qui ne comprennent pas qu'il y a une différence ou une diversité. Ouais. Roseva, est-ce que c'est quelque chose dont on va devoir s'inquiéter, de se faire forcer de retourner dans nos placards finalement par la force et peut-être... ouais. Puis on a des bonnes nouvelles ici en Alberta. Je peux dire pour ce qui est de la fierté cette année, c'est qu'avant, je pense qu'il y avait dans les années précédentes, il y a eu des annulations parce qu'il y avait vraiment eu un appel pour la diversité. Puis cette année, c'était vraiment bien de voir Edmonton. On avait 3 jours de fierté au centre-ville. Une de les soirées, c'était spécifiquement pour les personnes autochtones, célébrer les personnes deux esprits. Et ça, alors, c'était vraiment fantastique de voir que cet appel pour la diversité a été vraiment pris en sérieux et que notre organisme allé la troisième journée, on a fait notre stand, on a pu parler aux personnes, en général, le public, puis c'était vraiment fantastique de parler au public. Alors ça, c'était un gros succès pour nous. Et en regardant à Calgary aussi, eux autres, il y avait 2 jours de fierté chez eux. Alors, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Cette idée d'être entouré par d'autres personnes, des alliés, ça est vraiment être présent dans notre communauté, c'est vraiment important. Alors, je suis vraiment contente que cette année, ça puisse passer. Est-ce qu'on a des craintes en Ontario, Elisabeth? Ouais, ben, ce qu'on entend de quand même plusieurs personnes, comme j'ai mentionné, c'est des gens qui étaient ouvertement trans et qui vivaient quand même, genre, il y avait toujours des craintes, mais c'était moindre, tandis que cette année, pour la première fois depuis longtemps, des personnes ressentent la peur et ressentent la pression, des fois, de retourner dans le placard dans certains milieux. Euh, et puis, je pense que ça s'est ressenti aussi dans la fierté qui, heureusement, s'est passé sans trop de problèmes, mais l'esprit était à la fois à la fête, mais aussi à la manifestation, à la résistance. On sentait vraiment cet élément de résistance, de vouloir se montrer, être visible, être fort, être uni dans ce climat. À qui profite finalement ce discours haineux, décomplexé? Je ne sais pas pour vous autres, moi, je peux vous dire que comme animateur de cette émission, j'en reçois des trucs haineux, des choses que je répéterai pas en ondes, mais quand même qui sont pas faciles à prendre. Mais à qui ça profite? Pourquoi que tout à coup ce discours-là est décomplexé? Qui est derrière ça? Et est-ce qu'on doit pointer du doigt des politiciens? Oui, vas-y, Elisabeth. Oh. Ah, je pense que j'ai vu Dan qui veut parler. Vas-y, Dan. Ben, je pense que ceux qui en profitent, c'est des politiciens qui vont chercher des corps qui se présentent aux urnes, qui se ne présenteraient pas autrement. C'est manifester la haine pour s'acheter des votes. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Oui. Elisabeth, tu hoches la tête, oui. C'est ce que j'allais dire, moi aussi. Je pense que c'est des politiciens, bon, qui le croient ou qui le croient pas, mais qui utilisent ce discours pour gagner des votes, absolument. Euh, Roseva, oui. Oui, et je vois aussi, tu sais, des politiciens qui, pour moi, c'est soit des politiciens qui ne parlent pas, qui gardent les choses comme ils veulent parce que c'est plus facile de ne rien dire que de dire vraiment s'affirmer contre tu sais, ces mots haineux, les personnes haineuses. Ça peut créer une division. Alors, c'est plus facile de ne rien dire, mais en ne disant rien, c'est qui profite de ça? C'est les personnes qui ont encore de la sécurité pour être capables d'être haineux et de dire des choses haineuses. Et c'est vraiment, on a besoin des politiciens qui sont vraiment s'affirment très fortement pour les droits de LGBTQIA+, parce que sinon, la haine va continuer à se propager. Ah, moi, je sais que ça, c'est quand même le chef du Parti conservateur, mais je vais vous amener là-dessus. Pierre Poilievre, présentement, il n'a pas trop parlé sur ces questions-là. Puis en fait, ça commence à y revenir un peu en pleine face parce que c'est beau de critiquer, mais parfois, certaines des tactiques de ce gouvernement lui reviennent en pleine face. Puis on voit que là, il a perdu des plumes dans les sondages. Est-ce qu'on doit se méfier ou est-ce qu'on doit avoir peur de l'arrivée d'un gouvernement conservateur à Ottawa? Parce que présentement, là, c'est eux qui mènent, hein? Oui. Et élabore s'il te plaît, Dan. Je pense que
on peut perdre des droits déjà acquis. Le danger est réel au niveau de la santé, au niveau des droits, au niveau d'avoir le droit de revendiquer des droits. On pourrait prendre recul, oui, absolument. Hmm. Puis on a des gouvernements très conservateurs dans l'ouest du pays. Est-ce que ça serait une indication de ce qu'on pourrait voir à Ottawa, ça, Roseva? Oui, malheureusement, tu sais, ce qu'on voit, tu sais, c'est moi, c'est m'inquiète, c'est pas seulement que, tu sais, les personnes comme Daniel Smith, notre première ministre et d'autres personnes, mais quand on voit, tu sais, qu'ils sont en, en pouvoir, ça me fait penser, ben, les personnes autour de moi, c'est qui leur supporte et savoir que ces personnes ont le support de la population, c'est qu'est-ce qui est vraiment de l'inquiétude. Ça nous fait penser, ben, est-ce que les personnes autour de moi, c'est des personnes pour qui je peux faire confiance, je peux me sentir en sécurité. Et c'est vraiment ces questions-là, comme Elisabeth a vraiment, c'est très bien en parler, c'est que les personnes qui sont visiblement trans, c'est moi, par exemple, comme personne, tu sais, lesbienne, mais si je suis pas avec ma partenaire, si je peux juste me promener dans la rue, je suis pas trop en danger, mais c'est les personnes qui sont vraiment visibles que, tu sais, quand on voit qu'il y a un support pour la haine des personnes trans, puis quelqu'un est visiblement trans, ça veut dire ben cette personne peut être plus en danger et se demander qui autour de vont leur supporter autour d'eux. Alors c'est vraiment des questions, tu sais, de sécurité de tout le monde dans notre communauté qu'on veut vraiment prendre ça au sérieux. Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, on pourrait avoir à craindre des politiques, perdre des droits à des politiques discriminatoires, etc. Mais aussi, comme tu dis, Roseva, quand les politiciens ont ce genre de propos, avancent ce genre de politique, ça enhardit les personnes qui ont ces idées et puis ça peut augmenter la violence ensuite dans nos communautés, vraiment concrètement, dans les écoles. Alors, ça se voit vraiment à tous les niveaux de la société, autant au niveau des politiques, de la santé et de l'éducation qu'au quotidien dans la rue. Dan? Moi, je vais juste ajouter, en tant que personne séropositive, quand on me parle d'un gouvernement conservateur, je me pose la question, un gouvernement extrémiste conservateur, qu'est-ce que ça veut dire aux gens qui vivent avec le VIH et l'accès à leurs médicaments? Mm-hmm. Et puis, toute personne séropositive au Canada se pose la question, qu'il l'avoue ou pas. Ouais. C'est sûr que les gens ont peur à des reculs, hein, puis on le voit au sud de la frontière avec Donald Trump qui pourrait reprendre le pouvoir. On craint certains reculs. J'aimerais vous donner un dernier tour de table pour vous demander qu'est-ce qu'on devrait nous souhaiter en 2024. Tiens, je fais le chemin inverse. On va commencer en Alberta. Puis en 2024, tu sais, je souhaite vraiment une communauté de personnes de LGBTQ et des alliés qu'on est vraiment là unis entre nous autres pour ce combat et vraiment tu sais, comme on voit le conservatisme qui monte et vraiment qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se combattre, c'est vraiment se protéger nous-mêmes et vraiment être unis dans notre combat. Tu sais, tout le monde qui fait partie de l'acronyme, on est vraiment là pour tous se supporter et nos alliés aussi qui sont vraiment, on espère qu'ils sont là pour faire le combat pour nous. Est-ce qu'on devrait vous souhaiter tout le monde un 24 millions de dollars sur 5 ans pour, comme ça se fait au Québec? Absolument. Elisabeth? Ben, je nous souhaite de prendre soin des uns des autres au sein de nos communautés et puis approcher tout ça avec une approche intersectionnelle, voir qui dans nos communautés sont les plus affectés par cette montée de violence et puis vraiment agir ouais, en solidarité les uns avec les autres. Et puis, j'aimerais voir aussi différentes associations professionnelles qui ont du pouvoir se prononcer également, un peu comme la Fédération des enseignants et enseignantes des écoles secondaires de l'Ontario le fait et qui a encouragé ses enseignants à ne pas sortir ses étudiants du placard. Alors, j'aimerais ça voir ce genre de solidarité aussi au niveau professionnel. Et Dan, on se souhaite quoi en Moi, 2024? 2024. Je vais faire rapide parce que mes lumières clignotent. On est dans Ah le oui, vrai parce temps. qu'il y a du verglas chez vous, oui. Je souhaite de l'amour. Je souhaite qu'il se fasse beaucoup d'art, de cinéma, de télévision, de radio, comme on est en train de faire, queer et diversifié.
qu'ils se fassent plus de festivals et de défilés de la fierté pour sensibiliser les gens, mais aussi pour donner des espaces sécuritaires à ceux qui en ont besoin. C'est ce que je souhaite pour tout. Des paroles très sages, oui. Puis qu'il y ait moins de haine aussi sur les réseaux sociaux. C'est très difficile parce que beaucoup de membres de nos communautés sont fragilisés souvent par les commentaires absolument méchants et haineux qui les frappent de plein front sur les réseaux sociaux. Moi, j'en reçois, mais je suis capable de gérer ça. Mais je connais des gens pour qui c'est beaucoup pire que ça. Je voudrais vous remercier. Ça a été vraiment le fun au cours de cette première partie de notre saison. Puis on va continuer en 2024 de vous avoir puis de faire le tour de ce qui se passe au pays parce que c'est important de voir que nos communautés ne vivent pas là des choses très isolées. Ça se ressemble un peu partout. Ça nous aide de comprendre nos défis. Alors, je remercie Don Robichaud, qui est animateur de radio et activiste qu'on rejoint dans la municipalité de Clare, en Nouvelle-Écosse. J'aimerais remercier aussi Elisabeth Bruins, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à Franco-Queer en Ontario, et Roseva Forg-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation Comité Franco-Queer de l'Ouest. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée. Eh bien, on va remercier tout le monde aujourd'hui. On remercie notre équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Trobe. On remercie Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème et Gerlie Ormelette qui est notre chef de contenu numérique. C'est grâce à elle qu'on voit toutes ces belles publications sur notre émission. Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, Marjorie Thérodore qui est présidente et directrice générale de Vie-et-Voix Canal M. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une bonne journée. La semaine prochaine, on est là, mais enregistré et on se retrouve en direct le 8 janvier, mais on a 2 émissions spéciales d'ici là.